Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Amélioration de l'accès aux services de santé en Centrafrique. Les tout premiers centres nationaux d'imagerie médicale et d'hémodialyse ont été inaugurés au centre hospitalier de Bangui. Des équipements financés par la Banque africaine de développement. Le climat politique se crispe au Bénin. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'Union sociale libérale hausse le ton. Dans une déclaration, le parti liste ses conditions pour la tenue d'un scrutin présidentiel inclusif. Et enfin, contre-performance attendue pour la filière anacarde en Tanzanie. Le Conseil de la noix de cajou prévoit une production chiffrée à 222 400 tonnes durant la campagne 2020-2021. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la signature du Code de bonne conduite a été reportée. Un report qui intervient à quelques semaines des élections présidentielles et législatives prévues pour le 27 décembre prochain. Élaboré par le cadre de concertation, ce Code de bonne conduite spécifie que l'ensemble des candidats s'engagent à, je cite, accepter les résultats définitifs tels que proclamés par la Cour constitutionnelle et féliciter le gagnant. Un code qui ne fait pas l'unanimité auprès de la plateforme de l'opposition Code 2020. Son porte-parole Nicolas Tiangai estime en effet que sa signature, je cite, doit être le résultat d'un consensus politique découlant de la concertation nationale. La Centrafrique qui a parallèlement amélioré son système de santé. Les premiers centres d'imagerie médicale et d'hémodialyse ont été inaugurés le 4 décembre au centre hospitalier de Bangui. Des équipements financés par la Banque africaine de développement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Nelly Claude Bessard. Amélioration de la couverture santé universelle en République centrafricaine. Ce pays d'Afrique centrale s'est doté de 2 centres hospitaliers de référence, notamment le centre d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale et le centre d'imagerie médicale pour la réalisation des examens et des diagnostics médicaux pointus. Des infrastructures qui, de l'avis des autorités, contribueront non seulement à réduire le nombre d'évacuations sanitaires à l'étranger, mais aussi à donner la possibilité à la majorité des Centrafricains de se soigner sur place. C'est un moment très important, un élément important dans le dispositif sanitaire de la République centrafricaine. Et je pense que compte tenu des besoins et des demandes, il y a encore de grands défis. Ça ne va pas tout résoudre, ce n'est qu'un début, mais je crois qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Parce qu'il y a des fois des questions d'urgence, il y a des gens qui sont obligés, qu'on ne peut pas évacuer parce que ils ne sont pas en situation d'être évacués. Et si on a un dispositif de relais, je pense que ça peut aider. Donc je suis très heureux. Nous demandons tout simplement aux utilisateurs, aux médecins et aussi de mettre un système de gestion pour pérenniser ce dispositif. Selon la Banque africaine de développement, la Centrafrique qui compte 4,6 millions d'habitants avec une espérance de vie de 52 ans pour les hommes et de 54 ans pour les femmes a dépensé 3,5 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires du 2019 à 2020. Avec l'opérationnalité de ces 2 centres de santé couplée à l'amélioration du plateau technique, le pays pourrait connaître une réduction de près de 60% en termes d'évacuation sanitaire. L'arrivée de telles infrastructures est un élément très essentiel pour la construction d'un système de santé. La marche vers la couverture santé universelle, premièrement, dépend de la qualité du système de santé, dépend de la performance et de l'objectivité justement du système de santé. Donc, il faut premièrement construire des systèmes de santé capables de pouvoir apporter une solution optimale et efficace aux populations. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le président Touadéra a mis en place les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour l'accélération de la couverture santé universelle afin de rapprocher les populations des services de santé de qualité en Centrafrique. Dans l'actualité également au Bénin, le parti Les Démocrates peut officiellement faire son entrée au sein de l'arène politique. Le parti de l'opposition a obtenu ce 11 décembre son récépissé d'existence légale auprès du ministère de l'Intérieur. Reconnaissance qui survient à quelques mois du scrutin présidentiel prévu pour le 11 avril 2021. Rappelons que le parti est dirigé par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Oundété. Un mouvement dont fait également partie l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui en est un des membres fondateurs.
Nous restons au Bénin, où l'Union sociale libérale hausse le ton à moins de 5 mois avant l'élection présidentielle. Après les injonctions prononcées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois, le parti de Sébastien Ajavon a publié ce 9 décembre une déclaration dans laquelle il liste les conditions qui doivent être réunies pour la tenue d'un scrutin présidentiel inclusif. Reportage de notre correspondant Leftion. Suite à une série de plaintes du président d'honneur du parti Union sociale libérale USL, Sébastien Ajavon, à l'encontre de l'État béninois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples enjoint l'État béninois d'abroger de nombreuses lois controversées, notamment celles portant charte des partis politiques, les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature et d'amnistie des faits criminels délictueux et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019, ainsi que la Constitution révisée en 2019. Des injonctions de la CADHP ont provoqué le retrait du Bénin de la juridiction en mars 2020. Tout comme certains partis d'opposition, le parti USL n'a pas pu participer aux législatives de 2019 et les communales et municipales de mai 2020. Par le même jeu de l'exclusion, le gouvernement tente de maintenir le leader de l'USL en exil en dépit des décisions de justice, l'empêchant ainsi de jouir de son droit constitutionnel d'être candidat à l'élection présidentielle 2021. Pour une élection présidentielle inclusive et pacifique, l'USL recommande, entre autres, l'audit indépendant de la liste électorale, la suppression des dispositions du parrainage du duo présidentiel, l'application de la décision de la CADHP portant annulation de la révision de la Constitution du 1er novembre 2019 et l'institution d'un dialogue national débouchant sur la transition politique. L'USL s'oppose à toute élection présidentielle en 2021 dans les conditions actuelles et exige 1. Le respect par le gouvernement béninois de toutes les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À noter qu'en décembre 2018, suite à une plainte de Sébastien Ajavon, la CADHP a ordonné le gel de la décision de condamnation à 20 ans de prison pour trafic de drogue le 18 octobre 2018 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À travers une décision du 29 mars 2019, elle enjoint l'État béninois de faire procéder à l'annulation de cette condamnation. En Tanzanie, la filière anacarde ne pourra atteindre ses objectifs. Le Conseil de la noix de cajou a revu ses prévisions à la baisse. Pour la campagne 2020-2021, la production est estimée à 222 400 tonnes, une contre-performance due notamment aux conditions météorologiques défavorables. Les précisions de Victoria Sedji. Le Conseil tanzanien de la noix de cajou a revu à la baisse ses prévisions de production à 222 400 tonnes sur la saison 2020-2021. Un volume en recul de 10 000 tonnes comparé à 2019-2020. Il s'agit également d'un repli de plus de 50 000 tonnes comparativement au stock qui était attendu. Le Conseil a expliqué que cette contre-performance était notamment due à la mauvaise pluviométrie dans la plupart des zones de production. Autre difficulté, la propagation des maladies affectant les arbres dans les plantations. Dans l'oreille végétale, il y a des maladies aussi. Donc, généralement, la contre-performance peut justement tenir de ce que le traitement verger n'ait pas été assez assidu. Et c'est pour ça que j'ai proposé, par exemple, la distribution des fongicides. Les fongicides permettent de lutter contre les champignons et certaines autres maladies qui peuvent attaquer le verger. Dans la SADC, la Tanzanie fait partie des 5 de producteurs d'anacarde. Et au niveau africain, c'est parmi les top 10. Donc, ce n'est pas à négliger. Il n'est plus question de considérer que c'est un petit secteur. Pour l'heure, près de 160 000 tonnes de noix de cajou ont déjà été produites d'après les données officielles. Toutefois, les difficultés rencontrées par la filière sont assez préoccupantes. L'exécutif tanzanien espère produire 1 million de tonnes de noix de cajou d'ici 2025. Mais cet objectif risque de ne pas être atteint. Allons-y raisonnablement. Quand vous êtes à 100 000 tonnes, vous projetez de doubler simplement. Vous ne pouvez pas projeter de décupler. C'est à mon sens irréaliste. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait immédiatement? Développer donc ce que j'ai appelé des réserves foncières spécialement dédiées à la culture de noix de cajou. Ce qui fait que dans tout le pays, ou à tout le moins, dans des zones agro-industrielles dans le pays qui se prêtent donc à la culture de l'anacarde, on pourra valablement dire
sur un agenda, enfin sur un horizon de 10 ans, voici l'agenda de développement des mini-structures agricoles de production de noix de cajou. La filière noix de cajou représente pour la Tanzanie plus de 10% des recettes d'exportation. Depuis quelques années, le président tanzanien John Magufuli mène une bataille de prix en faveur des producteurs. En octobre 2018, il avait à cet effet décidé d'une hausse de 94% du prix de la noix de cajou payée aux producteurs. L'économie sud-africaine reprend son souffle. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques, le PIB national a connu un rebond de 66,1% au cours du troisième trimestre de l'année 2020. Des statistiques encourageantes mais qui ne suffisent pas, admet l'agence. Stats SA affirme en effet, je cite, que l'économie reste en retrait de 5,8% par rapport à fin 2019. Mildred Diamou. L'Afrique du Sud connaît une croissance annuelle de 66,1% de son produit intérieur brut pour l'année 2020, selon les données gouvernementales. Cette performance indique une forte reprise économique en 2021, malgré l'impact du coronavirus sur son économie. Ces données indiquent par ailleurs que les secteurs des mines, de la fabrication, du commerce et de la construction ont fortement contribué à cette bonne performance. Le fort rebond de la croissance du produit intérieur brut confirme l'approche que nous avons adoptée à la fois pour faire face à la pandémie et pour protéger l'économie. Notre tâche est maintenant de veiller à ce que cette dynamique soit maintenue pour permettre une reprise complète de l'économie. Ainsi, cette croissance économique s'explique par l'augmentation d'environ 13,5% du produit intérieur brut local au troisième trimestre 2020. D'après les autorités, cette performance est en réponse à une croissance négative de 51% enregistrée au deuxième trimestre 2020. Si la nation arc-en-ciel veut maintenir alors cette trajectoire de la croissance, il est donc important qu'au-delà des effets conjoncturels liés au choc endogène et exogène des différents marchés, que l'Afrique du Sud puisse mettre en place une véritable politique permettant de renforcer la gouvernance économique et dans la rationalisation des ressources et de la distribution. L'urgence la plus importante, évidemment, c'est la lutte contre la corruption. Il faut renforcer un climat d'état de droit, de justice et de lutte contre la délinquance et l'impunité économique. La reprise de l'économie sud-africaine a été attribuée à l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 et au plan d'urgence mis en place pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie. Malgré ce rebond, l'économie sud-africaine est toujours en récession de 5,8% par rapport à la fin 2019 selon les autorités. Le Niger entend améliorer son taux d'accès à Internet en zone rurale. Le gouvernement compte en effet injecter 107 millions de dollars dans le cadre du projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique. Dirigé par l'Agence nationale pour la société de l'information, ce projet permettra notamment de connecter plus de 2000 villages à Internet. Mildred Diamou. Le Niger va améliorer l'accès des populations à Internet. En effet, le gouvernement a lancé le 3 décembre 2020 un projet visant à connecter plus de 2000 villages au service de téléphonie mobile et d'Internet à haut débit. Baptisé Village pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, ce projet sera réalisé au cours des 6 prochaines années. Le gouvernement du Niger avait déjà prévu depuis 2003 dans la stratégie du développement rural du Niger que le secteur rural devrait constituer le principal moteur de la croissance économique du pays. Les lignes d'intervention prioritaires concernent également le renforcement des organisations rurales et leur accès à l'information et à la formation. Internet donc devra venir faciliter tous ces objectifs. C'est une opportunité idoine pour les jeunes entrepreneurs du Niger. Pour un coût de 107 millions de dollars, ce projet bénéficiera à plus d'1,4 million de personnes. À l'issue de ce projet, les villages cibles bénéficieront d'infrastructures numériques, de la modernisation des moyens de paiement des coopératives d'agriculteurs, ainsi que la création de plateformes de données pour les éleveurs. Ville intelligent va permettre la réduction de la fracture numérique entre les villes et les villages, accorder les mêmes chances aux jeunes qui sont dans les villages que ceux qui sont dans des villes et réduire les risques de l'exode rural. Vous savez bien, beaucoup de jeunes quittent les villages pas parce qu'ils veulent quitter les villages, mais parce que les villages ne représentent pas assez d'opportunités pour eux. Les opportunités sont en ville. Si on construit les mêmes infrastructures qu'il y a déjà en ville, dans des villages, si un jeune peut
rester dans son village, produire, vendre ou acheter ce qu'il veut avec ce qu'il a. Il n'aura pas une autre raison pour quitter le village et aller souffrir dans les rues. Ça va permettre aux jeunes d'entreprendre sur place, d'entreprendre dans des villages où ils sont nés. Selon l'Agence nationale pour la société de l'information, une fois le projet achevé, il facilitera l'accès à Internet de plus de 85% de la population nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.